Maîtriser, mener, masteriser, mejetiser. Autant de verbes dont certains aux sonorités barbares qui ne vous sont probablement pas inconnus. Et pourtant, il est probable qu'ils emportent des habitudes et des pratiques très diverses en fonction du jeu qui vous réunit ces temps-ci, avec quelques amis, de vos habitudes de table, de votre conception du jeu de rôle. Depuis le fameux aphorisme « le MJ a toujours raison », auquel la plupart des joueurs initiés dans les années 80 et 90 ont eu droit, jusqu'au plus récent « le MJ est une joueuse comme les autres », des jeux à autorité partagée, la fonction de meneur a fameusement évolué ces dernières années. Même s'il a chuté de son piédestal d'antan, le MJ traditionnel offre une opportunité formidable de s'exprimer et de laisser libre cours à son imagination. Rien que pour cela, et aussi parce qu'il permet de bénéficier des proverbiaux dons de chips désintéressés au MJ, il nous semblait intéressant de nous pencher sur ce rôle particulier, qui invite à endosser tant de responsabilités avant et pendant la partie. Scénarisation, préparation, animation, arbitrage, c'est de cette responsabilité multifacette dont nous allons parler aujourd'hui, mais sous un prisme un peu particulier, celui de la première fois. La première expérience en tant que meneuse de jeu en l'occurrence. Qu'est-ce qui amène à maîtriser ? Quelles sont les barrières qui empêchent de se lancer ? Quel plaisir particulier y trouve-t-on ? Quelles difficultés rencontre-t-on pendant les premières parties ? Et comment peut-on les surmonter ? On en débat avec deux MJ fraîchement émoulus, Justine et Catherine. Catherine, tu es une rôliste sur table vétérante, on peut le dire, une rôliste routarde peut-être même. Et après quelques tentatives ponctuelles il y a une dizaine d'années, tu t'es lancé dans une campagne d'un jeu doté d'une aura particulière dans le paysage francophone, j'ai nommé Néphilim. Justine, de ton côté, tu as pas mal roulé ta bosse comme joueuse maintenant, avec un certain équilibre entre GN et jeu de rôle sur table. Pourtant, tu n'avais jamais passé le cap de la maîtrise. Voilà qui est fait avec un jeu plus récent, plus moderne, dont la première partie s'est déroulée avant-hier. Libreté. Édouard est également avec nous pour cet épisode en petit comité qui tiendra certainement en partie du témoignage, mais dans lequel nous tâcherons aussi de prendre un peu de distance et de démystifier la première fois. Allez, après cette longue intro, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par l'expérience la plus fraîche. Alors Justine, c'était bien ? C'était bien. De mon point de vue en tout cas, du point de vue de mes joueurs, c'est un peu plus compliqué d'avoir des retours. Ils m'ont dit que c'était bien, donc c'était bien. Oui, alors on va peut-être pas cacher les choses, hein, les joueurs ils sont autour de la table. Sauf un, voilà, c'est ça. Donc du coup, on aura l'occasion éventuellement de discuter de notre perception des choses si ça devient intéressant en cours de podcast. Alors peut-être pour commencer, on peut peut-être se lancer dans une courte description des deux jeux et voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc vous donnez quelques minutes chacune pour dire un peu quels sont les jeux que vous maîtrisez. Ok, donc on va commencer avec Néphilim. Donc c'est un jeu qui a déjà pas mal d'années, donc qui se passe dans un monde contemporain, a priori, où on incarne des personnages multimillénaires qui se réincarnent de corps en corps et qui vivent, qui essayent soit d'acquérir du savoir, du pouvoir, de simplement survivre pour essayer d'atteindre une forme de, ils appellent ça l'agartha, mais donc une forme de sublimation de soi-même. Voilà, donc c'est un jeu, on va dire plutôt à l'ancienne, même s'ils ont essayé de dynamiser les règles au fur et à mesure des différentes éditions, mais en tout cas c'est un jeu très foisonnant, avec plein de une quantité de suppléments, de trucs, d'histoires, de possibles. En fait, oui, aucune porte n'est fermée. Et un jeu qui en est à sa 4e édition ? Cinquième. Ouais. Ah oui, à ce point-là ? Ok, d'accord. Et c'est là que tu fais mener en campagne ? Mais donc j'avais la 3e que j'ai achetée au début des années 2000, pour laquelle j'ai fait créer des bonhommes, mais sans qu'on ait jamais rien joué, en gros, ou très très peu. Puis il a bien attendu dans le fond d'une boîte de déménagement. Et là, j'ai racheté la version qui est ressortie en crowdfunding. Et donc là, où effectivement, je fais jouer des scénarios de cette édition-là. Mais qui sont en partie des rééditions d'anciens scénarios publiés fin des années 90, début des années 2000. Donc, Ok, un jeu à scénario, donc.
Et toi, Justine? Moi, je fais jouer Libreté. Enfin, j'ai fait jouer la première partie de Libreté, donc écrit par Vivien Féasson, qui est un jeu de rôle et qui se passe dans un monde dans lequel il n'y a plus d'adultes, et donc dans lequel on joue des enfants, avec un système qui est fort différent et plus simple. C'est un jeu de rôle plus moderne. Voilà, moi, c'était un jeu de rôle que je connaissais pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui a maturé pendant des années comme avec Catherine. Je l'ai découvert dans ta bibliothèque, Sébastien, un soir, et depuis, je l'ai dévoré et puis fait jouer récemment. D'accord. Alors la question qu'on peut peut-être vous poser, c'est pourquoi ce jeu-là? Qu'est-ce qui vous a attiré vers celui-là? Donc juste, il y a un côté hasard, j'entends, mais... Oui, hasard, et puis j'avais envie d'un jeu. J'avais envie d'un jeu moderne. J'avais envie de quelque chose avec un système qui était simple et élégant, et parce que je suis pas du tout à l'aise avec les jeux très très complexes, avec les règles très très complexes et très envahissantes. Donc le système m'a attiré. Le thème m'a attiré aussi. Faire jouer des enfants, j'aime beaucoup. Même si c'est loin d'être aussi bisounours que ça en a l'air. Et voilà, même des choses aussi simples que la langue, la façon d'écrire m'ont attiré aussi. Et vu que j'ai aimé le lire, j'ai aimé le faire jouer. J'ai aimé l'idée de le faire jouer en tout cas. Alors, Néphilim au départ, donc je l'ai acheté il y a 20 ans, donc c'est beaucoup, dit comme ça. Je crois au début, mais on était une communauté de joueurs, on avait tous des jeux différents, et c'était un peu trouver le jeu que les autres copains n'avaient pas encore. Et Néphilim, personne ne l'avait pris jusque-là, donc je l'ai pris. Alors, c'était un jeu aussi avec avec des possibles, avec on va dire une profondeur d'expérience, quoi, quelque part. Après, quand je l'ai acheté, je pense les yeux plus gros que le ventre en termes de capacité d'englobement, pour pouvoir amener le jeu aux joueurs, quoi. Mais ça fait que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et qu'est-ce qui fait que ça a pris du temps, d'après toi? Donc, disons, mais ça, je pense que c'est pas lié au jeu, c'est plus lié à moi, c'est de dire, ok, comment est-ce que j'assimile toute cette matière, et comment est-ce que je permets aux joueurs de la restituer quelque part, ou de leur faire découvrir le jeu, tout en ayant cette capacité de rebondir sur ce qui se passe durant une partie. Voilà, parce que dans mon entourage, j'ai des MJ qui sont très capables, en tout cas de mon point de vue de joueuse, d'improvisation, et qui ne se tiennent pas au jeu, et donc, au scénario. Et donc, dans mon vécu, c'est comme ça qu'on joue. C'est pas en regardant le scénario et en le faisant by the book. C'est en étant très flexible, dynamique. Et donc, ça se rapproche peut-être plus, effectivement, des jeux d'aujourd'hui en narration partagée. Et donc, c'était, ouais, mais comment est-ce que je vais faire Philippe, moi, est-ce que mon vécu intérieur, c'est... j'ai pas la capacité de créer comme les autres, quoi. Ça, si je peux pas suivre l'histoire, ça va être compliqué. Tu avais un idéal un peu élevé, en fait, finalement. C'est ça, je crois. Oui, et après, dans ce que tu dis là, il y a aussi une tension entre le contenu du jeu et qui est riche, qui est foisonnant, dans lequel il y a 42 000 scénarios dans le cas des films, 42 000 suppléments aussi. Je me souviens de l'édition de Multisim où il y avait carrément un bouquin par arcane majeur. Enfin voilà, c'était vraiment très touffu. Et le moment du jeu où on doit se libérer de tout ça et on doit animer. C'est ça. Sinon, on passe tout son temps dans les bouquins, ce qui est quand même beaucoup moins intéressant. Ouais, c'est moins intéressant. Ouais. Donc, et comment arriver à ce que dans ce jeu-là, c'est comment faire en sorte que les joueurs puissent découvrir des choses sans que ce soit le MJ qui donne la béquille non-stop, parce que sinon c'est juste pas fun en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Tu penses que le système de jeu sur cette question-là, il t'a plutôt aidé ou plutôt freiné? Alors, dans la version actuelle, enfin la dernière, il y a des choses qui sont pour moi que j'utilise pas d'ailleurs dans les systèmes de règles. Et je crois qu'après chaque partie, je me dis, bon, attends, quelle partie, ouais, celle-là, on va laisser tomber, celle-là, on va laisser tomber. Donc, pour vraiment essayer de plus travailler sur... de pouvoir gagner en dynamisme, travailler sur l'échange avec les joueurs, savoir ce qu'eux, ils apportent. Est-ce que ça a un intérêt de faire freiner ou d'ouvrir le jeu? Et en tout cas, une partie des règles m'encombre plus qu'autre chose, donc je les prends pas. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on maîtrise un Libreté? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, le système de Libreté, il m'aide plus qu'il me freine,
il est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré, et puis j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus au service de ce qu'on veut raconter. Il n'y a pas du tout de scénario dans Libreté. Il y a quelques idées de ce que l'auteur appelle des nuées, donc des problèmes qui pourraient tomber sur les joueurs, joueuses. Mais il n'y a pas du tout de scénario, il n'y a pas de linéarité, il n'y a même pas d'arborescence, hein, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Et pour le coup, le système aide à écrire l'histoire au lieu de la freiner. Écrire, je me dis, ouais, les scénarios trop compliqués, je vais en écrire moi-même, et puis, non, finalement, je parle d'un truc tout fait. Petite précision peut-être pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient pas joué à un jeu comme Libreté avec une autorité partagée. L'idée est aussi évidemment qu'on co-crée entre MJ et joueurs et joueuses l'univers dans lequel on va être. C'est-à-dire qu'on va créer notre faction, on va créer même les sous-factions qui la composent, on va en partie créer l'univers qui nous entoure. Ce qui fait qu'évidemment, je pense que les joueurs s'investissent dans leur univers puisqu'ils l'ont co-créé. Là où pour un jeu comme Nephilim où le scénario nous est dicté, c'est un jeu à secret, je pense, hein, on peut dire ça. Il faut le découvrir. Donc comme tu dis, il faut arriver à le transmettre en fait. La transmission a un enjeu qui est très différent, j'ai l'impression, dans deux systèmes très différents, quoi. Oui, et dans Libreté, par contre, au contraire, il n'y a pas cette béquille du scénario sur lequel se poser. Je me suis retrouvée sur ma première partie ici à un moment à me rendre compte que ils attendent quelque chose de moi en fait. Il faut que je leur donne un peu de répondant parce que je leur ai posé beaucoup de questions, ils ont commencé à créer le monde et puis vous commencez à jouer et c'est là que je me souviens que j'ai un rôle de MJ et qu'il faut que j'incarne les PNJ, il faut que j'incarne le monde. Et pour ça il y a rien dans le livre, donc ça c'est vraiment c'est à la volée pour le coup, mais on n'est pas encombré par le monde. Et ça a été une angoisse au départ, une angoisse ou une crainte entre guillemets, plutôt c'est peut-être un peu fort angoisse, mais de justement de s'engager dans un système ou dans une partie alors qu'on on n'a pas de scénario, quoi, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qui va se faire. Ah oui, moi j'avais prévu quelques soirées pour préparer le scénario, mais je me suis rendu compte plus je lisais le bouquin du jeu et plus je me rendais compte qu'en fait j'allais pas pouvoir créer de scénario avant. Et donc tout ce que j'ai pu préparer, c'est simplement m'imprégner de l'univers tel qu'il nous était présenté et c'est tout. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de la construction des deux jeux du point de vue du MJ ? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous y trouvez dans les bouquins ? Comment est-ce qu'ils sont structurés ? Et est-ce que ça vous apporte du coup en tant qu'MJ ? Donc Nephilim, on l'a déjà dit, il y a pas mal de bouquins, même si on prend le bouquin de base, qui est évidemment le principal. Il y a l'histoire de l'univers, comment créer les personnages, avec ces différents moments de création. Donc il y a l'histoire du personnage, quelles sont les connaissances qu'il a, quels sont les arts magiques qu'il maîtrise, et quelles sont les blessures qu'il a pu acquérir au fil des siècles. Et puis alors il y a tout le système de comment est-ce qu'on va régler les combats, comment est-ce qu'on va régler les recherches ésotériques, une partie que je n'utilise pas. Comment est-ce qu'on va gérer la menace extérieure pour mettre des limites aux personnages. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui dit c'est des personnages puissants, mais comment est-ce qu'on les limite ? Et puis alors il y a une partie plus secret. Et puis après il y a toutes les add-ons avec soit le détail de certains secrets, le détail de certaines factions ou des scénarios. Et même du matériel à pouvoir donner concrètement en main aux joueurs aussi. Des magazines, des livres qui sont prévus pour que les joueurs puissent avoir comme matériel de jeu. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un caractère un peu encyclopédique dans un jeu comme Nephilim. Ça résume un peu la partie... ça résume assez bien. Ouais. Ok. Et du côté de Libreté ? Dans Libreté, il y a une introduction qui, pour moi, est ce qui m'a le plus donné envie de jouer. Donc pour moi, c'était très important, une introduction sur pourquoi ce jeu. Et très vite, l'ambiance plus que l'univers est décrite en quelques phrases. Et puis très vite, on tombe sur le système de résolution des actions, qui est très, très, très simple. Et en fait, on est quasiment au bout. Donc le système de résolution des actions, et puis une partie qui est réservée au maître de jeu, où il y a des actions qui lui sont propres, et puis on arrive sur les archétypes des personnages.
et sur les annexes, donc les résumés, les aides de jeu, les résumés des enfantillages, donc c'est les actions possibles et comment elles sont résolues, et voilà. D'accord. Et dans l'un comme dans l'autre, en tant que MJ, quels atouts, quelle aide vous y avez trouvé Dans le livre-jeu, dans le livre qu'on vous fournit, oui. moi j'y ai trouvé ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des conseils à l'adversaire, donc c'est le MJ dans Libreté. Il y a des conseils à l'adversaire qui permettent de s'y référer à chaque fois qu'on n'est pas vraiment sûr de comment réagir à une action des joueurs, et qui guident plus le principe de la partie que vraiment des actions précises. J'aime bien revenir au principe, revenir aux objectifs de l'adversaire quand je suis un peu perdue. J'ai déjà oublié la question. En quoi la base, en quoi le livre t'a aidé finalement pour imaginer. Ça m'a aidé, oui. Ok. Voilà. Ok. Dans les films, il y a aussi des conseils au MJ, et d'ailleurs, si je me souviens bien, il est noté que tout ce que eux donnent dans le livre est à utiliser ou pas, selon le besoin du MJ. Moi, ce que j'aime bien, c'est on retrouve effectivement des informations sur la structure, sur l'organisation des différentes factions, etc. En même temps, c'est aussi des limites si on veut s'y tenir, quoi. Parce que c'est carcan. Ouais, mais tu trouves du corps, quoi. Mais tu trouves du contenu. Et est-ce que ça t'a effectivement servi pour commencer la maîtrise de jeu, sachant que comme tu as une longue expérience de joueuse avant, est-ce que ça t'a paru ok, c'est des bons conseils, mais pour quelqu'un qui débute, ou c'est des bons conseils pour quelqu'un qui débute la maîtrise, ou est-ce que bon, voilà, comme avec ton expérience, tu t'es dit oui, bon, c'est un peu de l'enfonçage de porte ouverte. Oui, c'est des choses. Il y a rien d'extraordinaire dans les conseils, où il n'y a pas de truc magique qui va résoudre toutes les situations. Donc c'est quelque part de l'enfonçage de porte ouverte, mais ça donne la permission de s'écarter du jeu. Ils disent bien que leur ambition, c'est juste de fournir un univers avec un maximum de possibilités, quoi. Donc, si j'ai bien compris, ils internalisent une règle d'or directement dans leur système de règles, en fait, finalement. Enfin, dans leur système, en tout cas. Donc la règle d'or qui est cette règle qui stipule qu'on peut, justement, ne pas tenir compte de certaines... Oui, c'est ça. Et vu qu'en plus, c'est un jeu à plusieurs éditions, ils expliquent pourquoi ils ont fait tel choix par rapport aux versions précédentes, ou ils n'ont pas gardé tout le système d'avant, ils ont introduit des choses... Voilà, ils expliquent aussi pourquoi ils partent pas sur la narration partagée. Alors, j'ai oublié pourquoi. Ils en parlent parce qu'ils se rendent bien compte qu'au moment où ils rééditent le jeu en 2020 ou avant, ils sont pas dans le courant actuel du jeu de rôle qui évoluait déjà à l'époque vers la narration partagée. Donc, l'avantage. Ouais, en tout cas une partie des jeux, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais qui n'était pas du tout quelque chose très mentionné fin 90, début 2000. Donc, le jeu, il est quand même... il est vieux, quoi. Donc, C'est vrai que pour replacer les jeux dans leur courant, peut-être, on a quand même un jeu dans le cas de Libreté qui est qui s'inscrit dans la suite des jeux propulsés par l'Apocalypse, avec des références assez claires, je pense, hein, il me semble, pour l'avoir parcouru. Je l'ai pas lu, mais oui. Voilà, ouais. Qui est pas du tout la manière dont t'écris Crimes. Oui, faut croire. Dont t'écris Néphilim. D'autres choses à dire sur les jeux là à brûle pour point comme ça? Alors oui, je rebondis juste sur ce que disait Catherine, avec le fait que dans les règles, enfin dans les conseils au MJ, il était clairement dit ne vous tracassez pas trop et ne respectez pas trop à la lettre les règles. Moi j'ai l'impression pour le coup, alors qu'on est dans quelque chose de plus qui a l'air d'être plus libre dans Libreté, que l'auteur il nous écrit ne me trahissez pas. À l'inverse, il est plutôt il y a très peu de contenu, mais sur la méthode, sur le système, c'est clairement, oui, ne me trahissez pas, ne trahissez pas l'esprit du jeu. Mais est-ce que c'est pas dans Libreté qu'il y a même l'éditeur qui remet une couche en disant, si vous avez besoin, prenez quand même un peu de liberté. Enfin, c'est pas un peu... Moi, j'avais... Oui, l'éditeur, de temps en temps, met des petits encarts pour rappeler des notions, par exemple, de sécurité émotionnelle, et puis pour rappeler qu'effectivement, on a le droit de prendre un tout petit peu de liberté, avec Libreté. Voilà, oui. Non, c'est marrant parce que ça a un côté très moderne, très... Il n'y a pas le carcan dont tu parles, Catherine, mais par contre, l'auteur est assez directif. Très attaché. Et assez attaché à son monde, à l'ambiance de son monde. Mais ça, je crois que les films aussi, ils sont attachés à leur monde, à l'ambiance du monde, mais c'est
je pense qu'ils sont bien conscients de faire un jeu avec une présence de règles assez forte. Et donc, ils sont bien conscients que ça peut être un frein pour certains et que la priorité, c'est le plaisir du jeu. Ouais. Donc ça, ils le rappellent, voilà, c'est tout. Le temps qu'ils ont pris pour faire les règles, je crois qu'ils sont très convaincus. Et voilà, je pense que ça trouve son chemin chez certains joueurs, certains MJ. Moi, je pense que mes joueurs ont l'air contents du fait que certaines règles sont pas là. Enfin, en tout cas, ils ne crient pas après un manque de cadre ou un manque de direction. Ou plus de jet de dés. Voilà. Non, on fait pas beaucoup de jet de dés. Ça dépend des moments. Et bien justement, puisqu'on parle de ressenti, c'est quoi votre ressenti à vous après l'expérience de maîtrise, là où vous en êtes? Chacune. Alors moi, j'en suis pas très très loin. Donc sur Libreté, on a joué avant-hier avec tous les présents autour de cette table et un joueur supplémentaire. Globalement, on a co-créé le monde, les personnages, et puis on a commencé à jouer plutôt du quotidien. Donc on n'est pas vraiment on commence doucement. Et donc mon ressenti, c'est que j'ai l'impression d'avoir énormément de boulot pour la prochaine fois. J'ai l'impression que ce qui fait un peu la spécificité de ce jeu de co-création, c'est qu'on fait très peu de préparation de scénario à l'avance, puisqu'on n'en a pas. Mais que par contre, entre la première et la deuxième partie, je vais avoir du boulot. Je croyais qu'on préparait rien à Libreté. Alors, avant la première partie, honnêtement, pas grand-chose. Ouais. Mais là, maintenant, vous m'avez donné de la matière, vous m'avez donné des choses qui vous intéressaient, vous avez lancé des conflits, et c'est là-dessus que je vais rebondir. Et donc, j'ai l'impression que c'est maintenant que je vais vraiment préparer ma campagne. D'accord. Voilà. Donc, beaucoup de boulot, et je suis contente de la première... vraiment contente de la première séance. Catherine ? Donc là, moi, la première de Néphilim, ça fait déjà un petit moment, puisque ça fait quand même... je sais pas, on a 15 séances, je crois, donc, ou plus. Oui, c'est pas donc, première. Non, c'est première, ouais. C'est plutôt première campagne. Mais disons que les premières fois, c'est effectivement, tiens, est-ce que les enchaînements conviennent ? Est-ce que les joueurs ont la matière qui les intéresse ? Donc on avait aussi au départ créé les personnages, ça n'a pas de souci. En plus, création est assez... dirigée, même si elle a beaucoup de possibilités, donc chacun y trouve, je crois, son compte. Et puis après, voilà, il faut quand même préparer. Dans mon cas, lire les scénarios, prendre un minimum de notes pour pouvoir m'y retrouver et pas être dans les pages non-stop pendant la partie. Savoir quels sont les éléments vraiment cruciaux sur lesquels je ne voudrais pas faire de concessions, en tout cas, sur le fait que je voudrais finalement que les joueurs passent par ces étapes-là, et pouvoir identifier ce qui est pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience au fur et à mesure. Et donc, entre les séances, c'est relire, voir où on en est, quelles sont les prochaines étapes que je pense que les joueurs pourraient prendre. Donc voilà, mais sur le ressenti, c'est... est-ce que les joueurs y trouvent leur compte ? Est-ce que c'est pas trop mou ? Est-ce que le rythme est bon ? Est-ce qu'il y en a pas qui sont trop laissés pour compte ? Voilà. Et justement, c'était une question, juste à titre de comparaison pour qu'on s'imagine, tu mènes combien de joueuses et joueurs à cette campagne ? 5. 5. Donc 6 personnes autour de la table. Oui. Moi, je me rappelle en tant que... Bon, c'est peut-être déjà trop longtemps que je joue comme meneur, mais je me rappelle que le rythmer les parties, ça a été ma grande angoisse pendant très longtemps. Enfin, angoisse, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, c'était une difficulté, en tout cas c'était un challenge pour moi. Et sur ce point-là particulièrement, est-ce que tu penses que ça a été un obstacle ? Est-ce que tu trouves des marques ? Est-ce que tu le franchis ? Aujourd'hui ça me tracasse plus, par exemple. Mais... Oui, moi ça me tracasse toujours. Donc effectivement, de se dire quel est le rythme, quand est-ce qu'on laisse discuter les joueurs pour qu'ils trouvent une solution, quand est-ce qu'on amène un élément extérieur pour faire... tout d'un coup une bascule dans un rythme, ça reste... donc j'en discute, je débriefe après beaucoup avec Sébastien qui est le joueur sur la table. Parfois un peu avec les autres joueurs aussi. Maintenant ça dépend à quel... Souvent voilà, on arrête la partie, on n'a pas tellement le temps d'en discuter le jour même. C'est vrai que c'est peut-être d'autant plus compliqué qu'on est jeune MJ, je sais pas. De pas avoir de retour ? Ouais. Ah oui, moi ça me manque. On en discutait ensemble, Sébastien, du fait d'avoir ou pas des retours de tes jeux. Et je me rends compte que oui, ça me manque, tout le monde s'en va. Et puis on reste avec ces interrogations et globalement, moi je me suis bien amusée, mais est-ce que les autres se sont bien amusés ? Est-ce qu'ils vont oser faire des critiques ? Parce qu'on est quand même potes aussi.
Est-ce que les joueurs vont oser dire ce qui leur plaît pas? Est-ce que... Oui. J'ai la même question. C'est aussi, tu sais, de temps en temps, ils me font ah non, c'était bien la partie. Et moi, je me dis ouais, mais à mon avis, ils se sont ennuyés comme des rameaux. Est-ce que c'était bien parce qu'il y avait du chocolat ou est-ce que c'est... C'est ça. Donc, voilà. Donc, et comment faire en sorte, finalement, c'est un jeu de rôle. Donc, le rythme est en partie artificiel. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas trop artificiel, enfin, que chacun y trouve son compte, quoi. Ouais. Donc, aussi, oui, c'est une gestion du rythme. Cette question du rythme, manifestement, elle est présente dans les deux jeux, mais ça, je crois que c'est vraiment une question qui traverse à peu près toutes les écoles du jeu de rôle, sauf que la responsabilité, dans votre cas, elle repose plus ou moins sur les épaules du MJ, je crois. Quand on est dans un jeu qui est vraiment une narration partagée pure et dure, et qu'il n'y a plus de MJ, la question du rythme ne repose pas sur les épaules d'un seul participant. Ici, on est face à deux jeux dans lesquels il y a quand même encore un joueur qui a un statut un peu différent des autres. Donc, fatalement, la question du rythme se pose. Et après, j'avais l'impression quand même d'entendre des choses différentes. C'est que quelque part, il y a peut-être un peu plus cette question de vais-je pouvoir amener du contenu dans le cas de Libreté. Et quand j'entends ce que tu dis de Nifilm, c'est plutôt vais-je pouvoir être fidèle ou être pas fidèle, mais être dans la ligne du scénario que je dois maîtriser, dans lequel je dois amener. C'est des scénarios dans lesquels tu as une fin prédéterminée à ce point-là. Je veux dire, voilà vers quoi on va, ou bien c'est des choses quand même beaucoup plus ouvertes. Non, c'est voilà vers quoi on va, et après quels sont les méandres que les joueurs utilisent. Et alors, en parallèle, Nifilm, c'est au-delà du scénario. Comment on amène les secrets du monde, à quel rythme est-ce que les gens découvrent les secrets pour que ce soit... Il y a les objectifs en couche pour le MJ. Oui, c'est ça, il y a le scénario principal et puis en fait il y a l'histoire de chaque personnage. Et tu t'amuses comme MJ? Oui. Pourquoi? Ouais, parce que je suis contente de pouvoir mettre en place l'univers que j'ai lu, relu, qui me plaît bien, et donc de pouvoir faire découvrir les choses, enfin, les secrets, c'est gai, aussi voilà, de partager une histoire. Voilà. Mmh. Et de tirer les ficelles de cette histoire. Non, tirer les ficelles, ça... J'aimerais bien trouver un moyen pour que les joueurs aient les secrets et puissent les amener sans que ce soit nécessairement le MJ qui leur apporte. Tu vois. Ce serait plus intéressant. Mais bon. Ou alors il faut effectivement un accord et tu donnes de la matière au joueur et à lui de la distiller au travers de son personnage de manière séquencée ou rapide, selon ce que lui semble, quoi, et de ne pas tirer profit de choses que son personnage n'est pas encore censé avoir découvert et que lui aurait déjà, quoi. Du matériel que le joueur n'est pas encore le personnage. Oui. Voilà. Ce qui est le principe du play to lift qu'on utilise en GN. Ouais. Ok, j'ai du matos, mais c'est pour aider les autres. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu dis, finalement, transparaît le fait que c'est pas forcément hyper intégré, en tout cas pas comme forme de conseil au MJ, de comment amener ces secrets progressivement, ou t'as quand même des pistes? Si, oui. T'as quand même des pistes, mais la plupart du temps, du coup, ça donne l'impression que c'est des quêtes solo, mais t'as plusieurs joueurs sur la table. C'est ça. Ben oui. Donc, ça peut, voilà. Mais on en revient à des jeux assez traditionnels, assez anciens, qui ont le poids d'un héritage peut-être, quand je pense à un vampire ou à des choses comme ça, où il y a énormément de contenu lié au clan, etc. Et où finalement le maître de jeu est un conteur, s'il veut enseigner, transmettre ces éléments de contenu, des références à l'univers, etc. C'est compliqué de les faire émerger dans la partie, quoi. Ça c'est clair. Voilà. Ou alors il faut dire que tu fais une séance où tu as le joueur à qui il arrive quelque chose et tu te mets d'accord pour que les autres joueurs fassent des PNJ et accompagnent une quête. Alors ça, tu pourrais... on joue tous, mais on se concentre sur un personnage. Ça, c'est quelque chose qui est possible, parce qu'à scénario, dans le scénar, c'est plus compliqué. Et c'est suggéré dans la base ou c'est une idée que tu as envie de mettre en place? Je ne me rappelle pas. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des surprises lors de cette première... des trucs que vous auriez jamais imaginé en vous retrouvant derrière l'écran?
Déjà qu'il y avait des écrans. Oui, Ouais. déjà j'ai découvert l'écran, c'était bien. Est-ce que j'ai eu des surprises à ma première partie? J'ai été surprise de la facilité de la co-création. J'ai été surprise de la rapidité et finalement du consensus qui a émergé très très vite au sujet du monde. Et c'était très gai parce que du coup j'étais aussi surprise des idées qui sont venues et qui m'ont fait rire. Donc j'ai pris du plaisir à découvrir le contenu des joueurs et ça je m'y attendais pas. Je m'attendais à devoir amener du contenu, à devoir tirer les verres du nez et c'est pas arrivé. Maintenant j'ai autour de la table, c'est bien parce que je leur passe un peu de pommade en même temps puisqu'ils sont là, j'ai des joueurs confirmés autour de la table, des joueurs et joueuses confirmés autour de la table et j'aurais dû m'y attendre mais oui j'ai beaucoup ri. Et je m'attendais pas à devoir à pouvoir rire à ma première partie parce que j'étais quand même fort stressée. Et t'as fait ça super bien. Moi, je trouve. Oui, c'était super fluide. Ouais. Ouais, à boule les chips. Non, mais il y avait un côté. Effectivement, on parle des dreams. Moi, je trouve que tu laissais le temps aux gens d'exprimer leurs idées. Il y avait un côté où ça fusait un peu dans tous les sens. Et en même temps, dès qu'il y avait un petit espace, tu refaisais une suggestion, tu reposais une question. C'était bien. C'était bien dosé. Ouais, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien amené aussi. C'est pas la première fois que je joue à des jeux où on fait de la co-création comme ça. C'est même pas la première fois que je joue à Libreté en l'occurrence. Et je sais bien que le système aide très fort la table en général, pas que le MJ, mais tout le monde à s'y investir pour pouvoir amener des choses. Et donc, quand on a des gens bienveillants et un MJ qui, comme tu l'as fait, arrive à piloter mais sans diriger, en fait, je pense que ça se passe super bien. Ah oui, la partie aide à la création du monde, et je pense pas avoir assez assisté dessus, mais prend une grande partie du début du livre, et là pour le coup donne énormément de pistes, énormément de questions à poser, énormément de choses sur lesquelles il faut revenir, des exemples concrets aussi de comment on peut créer un monde, et ça aide beaucoup. Ouais. Et du coup, ça donne envie de jouer. Ouais, de rejouer. Bah, c'est notre monde, quoi, maintenant. Ouais, c'est ça. Du haut et du bas, on veut savoir la suite. Et toi, Catherine, t'as eu des grandes surprises en te retrouvant derrière l'écran? Non, je pense pas. Des surprises vraiment, non, parce que globalement, là, les joueurs étaient assez ouverts à ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'ils prennent leur plaisir dans l'interaction entre eux, principalement. De surprises, je ne dirais pas, non. Après, j'essaye en général de ne pas avoir de surprise. Voilà. Je suis en train de repenser. Je crois que Nephilim, en fait, une des raisons. Parce que j'ai un autre jeu que j'ai acheté il y a déjà un moment qui s'appelle Les Veilleuses, qui est aussi un jeu, je pense, qui est en co-création, qui est aussi. C'est tout petit en termes. C'est un petit livret. Et en fait, je n'arrive pas à passer le pas pour celui-là parce que je n'ai pas de choses j'ai pas de scénario auquel me raccrocher. Or, moi, je suis quelqu'un qui j'ai besoin de planifier. Et donc, je pense que mes choix de rester sur Nephilim, c'est ça, en fait. C'est parce que j'ai des escaliers, j'ai des étapes, j'ai du cadre. Alors, c'est casse-pied à certains moments, ça complique à certains moments, mais c'est planifiable. C'est une structure qui t'aide à mettre en place les choses, quoi. Voilà, mais je pense que c'est lié à ma personnalité aussi. Bon, je regarde Justine, qui est peut-être plus dans l'improvisation, même si c'est le cas aussi d'organiser, de structurer, mais surtout de très créative et très positive sur la possibilité de faire des choses. Oui. Très enthousiaste. D'accord, et bien moi j'avais quand même une question, c'était, mais pour aller vraiment dans le concret du concret, est-ce que vous vous souvenez d'une scène, Justine, je sais pas, ou Catherine, qui t'a posé une difficulté, un truc où tu t'es dit, ah, c'est compliqué à gérer ça? Les séparations de groupe. Les séparations de groupe, ouais. Voilà. Pourquoi? Quand les joueurs font pas tous ensemble la même chose, comment on gère le timing des deux groupes? Alors déjà, gérer le timing d'un groupe, on en revient au rythme de la partie, pas simple. Mais alors en plus, quand on a des personnages qui partent point A et l'autre point B, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un temps mort trop long pour les deux groupes? Enfin, pour chaque groupe, quoi. Et ça, les joueurs n'aident pas toujours, hein. Non. Non. Les joueurs n'aident pas toujours. Et du coup, est-ce que c'est vraiment de la responsabilité du MJ si les joueurs se séparent et que du coup, il y en a qui doivent aller dans le canapé pendant une heure? C'est pas une question de la responsabilité du MJ ou pas du MJ, mais par contre, le MJ, moi, derrière mon écran, que ce soit ma responsabilité ou pas ma responsabilité, comment est-ce que je gère le fait que mes joueurs, ils sont là, et ok, le canapé est confortable, le plaid aussi, mais non, quoi, pas systématiquement en tout cas. Ouais. Après, il y a une différence entre c'est pas ta faute et c'est pas ta responsabilité, tu vois. Tu peux pas t'empêcher, en tant qu'MJ, je trouve, de te sentir un peu la responsabilité. On devrait peut-être pas, hein, mais de te sentir un peu la responsabilité du fait que la partie se passe bien. Même si c'est pas ta faute, c'est leur faute, ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils se séparent,
toi derrière, tu... Ouais, je comprends bien, mais c'est pour ça que j'avais retiré le champ de la faute directement de dans la question, parce que je crois que c'est pas la faute du MJ, ça c'est clair, mais tu sens quand même une responsabilité du fait que ça se passe bien, même si t'as pas toujours de prise dessus. Et t'as envie de remaîtriser la partie suivante, tu vois, donc il faut que les joueurs reviennent. trouvent ça intéressant et reviennent. Oui. Et s'ils s'emmerdent, on va pas trouver de date. Ça, après quelques années de maîtrise, par contre, je peux vous dire que des joueurs qui partent d'une table parce que c'est pas leur cam, ça arrive. Et je crois que c'est quand même important de le dire aussi, parce que... C'est même ça, en fait. C'est même ça, ouais. C'est-à-dire que si on est en tant que joueur ou joueuse à une table et que ça ne nous plaît pas, bah, il vaut vachement mieux le dire, en fait, je pense. Ouais, et on est même resté potes avec ceux qui sont partis. Ouais. Et même... tu parles. Il y en a même qui sont revenus à la table suivante. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est vrai que cette question de la responsabilité du MJ, elle est quand même centrale. Et quand on est tout seul derrière son écran face à une tablée, c'est clair que ça met dans une position, même au niveau de la disposition sur la table. Enfin, je veux dire, il y a eux et il y a nous, quoi. Ça, c'est parce qu'on se positionne toujours à l'ancienne aussi, tu vois, avec MJ en bout de table, table rectangulaire. On aurait une table ronde, ça changerait déjà les choses. Tu vois, il y a ça aussi. La configuration dans laquelle on se met, elle est à l'ancienne. Je reprends l'exemple que Justine disait tout à l'heure. J'ai découvert derrière l'écran. J'ai découvert l'écran même, en fait. C'était bête, mais cet accessoire isole le MJ du reste de la table. Elle le rend différent, en tout cas, du reste de la table. Exactement. Il le met sur un piédestal, mais enfin il le met un peu à part. Et donc forcément, il y a une construction physique dans l'espace de le MJ qui est derrière son écran, ailleurs et tout ça, quoi. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Exactement. Mais je sais plus si c'est le Grumpf ou si c'est Thomas Munier que j'entendais dire que pour certains jeux, il se mettait justement sur le grand côté de la table au milieu des joueurs, sans écran, avec ses notes au milieu de la table, quoi. Donc vraiment l'idée d'un jeu où on est en co-création, et donc du coup, il y avait, il y a pas cet enjeu d'avoir des secrets. Alors pour faire référence à Nephilim, il n'y a pas de secret dans ce cadre-là. Nephilim, c'est clair que le MJ est plein de cachotteries. Non, même pas derrière mon écran. Franchement, il y a 3 fois rien, tu vois, c'est pas... Oui, mais dans la symbolique, enfin pas dans la symbolique, mais dans le rapport au scénario, il y a des choses que tu anticipes, que tu prépares, des choses que tu sais qui vont être amenées dans le scénario, des mystères que les joueurs ignorent au début du scénar, qui vont apprendre au fur et à mesure, et tu les connais a priori à l'avance. Ou en tout cas, tu as un certain nombre de munitions que tu vas pouvoir utiliser ou pas pendant la partie. Dans un jeu comme Libreté, à mon avis, tu peux le maîtriser en ne sachant absolument pas ce qui va se passer. Dans Libreté, il y a quand même une partie qui est déconseillée aux joueurs dans le livre de règles. Dans le livre de règles, on peut le dire comme ça. Il y a une partie qui est déconseillée aux joueurs. Il y a quand même pas vraiment des secrets, mais des choses qui sont censées être découvertes au fur et à mesure. Donc même Libreté pourrait probablement être joué au milieu des joueurs sans écran, mais ce sera un peu moins confortable. Il y a des actions de l'adversaire, donc des enfantillages de l'adversaire, qui ne sont pas censés être révélés d'emblée, être tout à fait transparents pour les joueurs. Ok, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ça, en tout cas, derrière l'écran, c'est plutôt mes notes. Tu vois, effectivement, c'est quelques notes, quelques mots-clés, éventuellement une ligne du temps, si c'est quelque chose qui se passe... la plupart des scénarios, ils ont des lignes du temps. Donc, les lignes du temps. Voilà. Ouais. Que j'ai déjà envoyé péter 3 fois, ou j'ai déjà refait, en fait. Ouais. Si, j'ai passé cette étape. On va la mettre plus loin. Mais du coup, finalement, le bilan, c'est quoi? Vous préférez être MJ ou joueur? C'est pas la même expérience. Non, faut pas choisir, évidemment. Mais... c'est pas le même plaisir. Ok. Et quel plaisir trouve-t-on à maîtriser? Ou à jouer? Je vous jure qu'on prend du plaisir à maîtriser, c'est juste qu'on a du mal. Non, mais en tant que joueur, finalement, tu te tracasses pas, quoi, globalement. Enfin, en tout cas, moi, quand je joue, je suis joueuse, je me tracasse pas, la matière arrive, je prends beaucoup de plaisir, surtout à interagir avec les autres. Le scénario, parfois, en fait, je ne le suis pas, et je fais autre chose tant qu'on joue avec les autres, ma foi, c'est le principal. En tant qu'MJ, pour moi, c'est l'idée que j'arrive à fournir ce plaisir-là aux autres, quelque part. Moi, je prends du plaisir à voir les joueurs incarner leurs personnages, un petit peu quand même se creuser les ménages pour trouver des solutions ou des choses comme ça. Et donc, de me dire qu'ensemble, on passe une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon moment. C'est intéressant ça. Donc, ça veut dire que tu essaies de reproduire ton propre plaisir de joueuse en tant que MJ, mais aux autres, enfin, de procurer ce même plaisir. Cette expérience-là. Oui, je suis plus dans ma nature plus apte, plus naturellement capable
d'interpréter une histoire que de la raconter, quoi. Donc, et du coup, je pense que c'est pareil dans ma relation au jeu de rôle. Et ici, en tant qu'MJ, j'essaye de la raconter, de la fournir, La transmettre. de la transmettre, ouais, de la mettre à disposition. Je ne sais pas comment on peut... Avoir un rôle de médiation, quoi, finalement, pour dire, ok, voilà comment il est, vous pouvez le prendre, si vous voulez, il y a ces boulots. Oui, ensemble, on va raconter une histoire, mais en tant qu'MJ, j'ai un rôle secondaire et le rôle principal, c'est les joueurs. Et toi, Jules ? Je vous dirais si je prends encore du plaisir, parce que là, c'était la première fois. J'aime l'idée, effectivement, que mes joueurs passent un bon moment, et du coup, ça nous ramène à la responsabilité, parce que si la responsabilité, c'est négatif, c'est aussi positif. Me dire que j'ai la responsabilité du fait qu'on ait passé une bonne soirée, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et j'anticipe beaucoup de plaisir à faire monter la tension, à pousser un peu les joueurs, à jouer leur personnage dans des situations inconfortables. Voilà, c'est ça. J'anticipe beaucoup ça, donc à pousser les joueurs dans des personnages dans des situations inconfortables et à voir un peu ce qui émerge, voir un peu se modifier, évoluer leur personnage. Donc, j'anticipe le plaisir de découvrir l'histoire, en fait. Voilà. Mais je trouve que c'est des attentes. Comment dire ça ? Il y a une cohérence par rapport au jeu que vous êtes choisi, moi j'ai l'impression. Heureusement. Hein. Oui, je suppose que... Moi, j'imagine qu'en tant qu'MJ, tu vas naturellement sur des jeux qui te parlent. Que ce soit en termes d'univers, en termes de comment le jeu est fait. Enfin, donc soit de système, de support disponible. Naturellement, tu vas choisir... tu vas te lancer dans l'aventure d'MJ avec quelque chose où il y a des éléments qui te mettent à l'aise, parce que si tu vas choisir un système de règles que t'aimes pas, un univers que t'aimes pas, je dirais il y a un problème. Ouais. Alors, oui, mais je rebondirais quand même, c'est aussi par rapport à la position qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que socialement on peut se permettre d'acheter le jeu qu'on a envie, on y a accès. Il y a plus de choix aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui. Parce que je compare, je repensais en fait à ma propre expérience quand j'ai démarré MJ. J'ai fait avec le livre que j'ai trouvé dans la boutique où il y en avait 3, et en l'occurrence c'était INSMV, il y a déjà 20 ans, non ? On a fait avec ce qu'on avait accès aussi. Je pense que, et certaines personnes aussi n'ont simplement pas les moyens d'acheter, alors ils téléchargent un jeu gratuit par exemple ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein des bons d'ailleurs. C'est ce que disait Catherine. Hein. Finalement, au départ, Nephilim, elle l'a pris parce que c'était qui était parce que les autres jeux étaient déjà pris par les autres, quoi. Et parce que 2003, on pouvait se permettre de faire plus que juste celui qui était dispo. Parce qu'on avait une boutique de jeux de rôle à disposition, pas trop loin de chez nous. Il y avait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses étaient déjà prises. Et puis après, je crois qu'il y avait d'autres jeux qui étaient pas pris, mais qui étaient du space, de la fantasy spatiale. Non, ça, tu vois. À l'époque, non. Peut-être que maintenant, oui, mais je crois que non. Toute la partie technologique, c'est trop casse-pied à gérer en jeu. T'as toujours bien quelqu'un qui sait que, en fait, tu pourrais, mais tu pourrais pas. C'est bon, quoi, laisse tomber. Au moins, avec l'ésotérisme, c'est toi qui arbitres, quoi. C'est ça, quoi. Moi, la magie, c'est... Ta gueule, c'est magique. Voilà, ça marche. Excellent. Et donc, mon point, c'est de dire, effectivement, ça a changé, en fait, en 20 ans. Ouais. Rien. La position qu'on peut se permettre aussi, un ou une MJ qui démarre aujourd'hui, il a un choix, une gamme, il peut choisir un jeu qui lui convient beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. En tout cas, je peux lui citer, mais que ce qu'on a peut-être fait en démarrant. Je sais pas toi si Seb, t'as une mémoire de quand t'as démarré Ah ouais, moi j'ai commencé avec un jeu de figurines qu'on a progressivement transformé en jeu de rôle, en étant persuadé qu'on inventait le jeu de rôle. Donc c'était pas du tout adapté. Mais alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'éventail est là, les possibilités elles sont énormes aujourd'hui et il y a énormément de variétés. Est-ce que l'information sur ce qu'est le jeu de rôle que j'ai entre les mains est toujours disponible de manière accessible et rapidement ? Ça, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, quand à la couverture ou au premier chapitre, c'est parfois pas toujours simple d'imaginer ce que va être le jeu. Oui, puis il y a la formation et puis il y a nos connaissances pour interpréter la formation. Parce qu'il y a des tas d'informations sur des jeux de rôle que moi, je ne suis pas toujours capable d'interpréter parce que je ne sais pas comment ça va se traduire en expérience de jeu, par exemple. Il y a suffisamment de jeux de rôle à la maison que je ne maîtrise pas. Mais parce qu'ils ne sont pas à moi, ils sont à mon partenaire. Et donc... pour savoir un peu ce qui existe en termes de panel, par exemple. Finalement, et sur le choix du jeu, ouais, on en a parlé. Moi, j'aurais tendance à parler un peu du choix des joueurs. Comment vous les avez sélectionnés ? On a pris des potes, non ? Ouais. Et ils étaient... Et le conjoint, parce qu'à un moment donné... On n'a pas eu le choix, ouais. Voilà.
Et ils étaient comment, vos joueurs? Je sais pas, à nouveau, ils sont autour de la table, alors qu'est-ce que je peux dire? Non, les joueurs que j'ai choisis, je les ai choisis parce que c'est des potes. Très pragmatiquement, je les ai choisis parce qu'on en a discuté ensemble et que c'était un jeu qui les bottait. Et aussi, c'était clair pour moi que je voulais, pour ma première maîtrise, des joueurs qui partageaient le même genre de valeurs que moi et dont j'avais pas peur. Je pense à des potes qui me font peur. Parce que j'ai besoin, quand je joue, d'avoir en face de moi des joueurs qui sont dans le même trip. Et donc, surtout quand on parle de co-création, j'avais vraiment besoin d'avoir des gens qui acceptent ça, qui aiment ça et qui vont pas me challenger sur des points de règle précis, par exemple, mais qui vont accepter de couler avec le flow, voilà. Il y a un côté sécurisant à avoir des gens qui sont dans le même... Oui. Je suis sûr qu'ils sont dans le même esprit. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, quand on a créé la table de Néphilim, je crois qu'on avait... alors, c'est des amis, tous, déjà. Mais après, on a plusieurs tables en cours. Et donc, on a regardé aussi qui était encore pas sur d'autres tables. Enfin, tu vois, qui étaient dispo et qu'on pouvait recombiner facilement. Réfléchir aux agendas aussi, en fait. Ok, un couple avec enfant, on n'en prend pas un deuxième. C'est trop compliqué. Mais alors, non, en fait, je vous posais la question aussi, c'était peut-être pour souligner que c'est pas un cadre de club comme certains. Non, c'est pas un cadre de club. C'est des joueurs avec qui il y avait une forme de... Enfin, il y a une vraie complicité. Il y a une intimité, une proximité. C'est des gens qu'on connaît, qu'on rencontre à d'autres occasions qu'autour d'une table de jeu de rôle. Comme première fois, le faire avec des gens qu'on connaît, c'est toujours peut-être mieux. Mais voilà. Non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est sûrement peut-être un peu intimidant d'aller dans un club et de se dire je deviens MJ directement, clac, quoi. Moi, je l'ai fait, mais en ayant maîtrisé beaucoup avant avec d'autres personnes. Mes premières parties, c'était avec les copains. Même si on avait 12 ans, c'était avec les copains. Je crois que ce qui facilite avec le fait que c'est les amis avec qui on joue par ailleurs à d'autres jeux permet aussi de savoir quels sont les types de joueurs qu'on a en face de soi. Enfin, de dire, ok, lui... En général, dans un jeu, il aime bien ci, il aime bien ça. Lui ou elle va toujours réagir comme ci, comme ça, partir dans son petit coin. Voilà. Tandis qu'on est avec des inconnus, c'est des inconnus, donc tu sais pas comment jouer. C'est peut-être plus compliqué en tant qu'inexpérimenté, c'est sûr, d'anticiper des situations, pas des situations de jeu, mais des dynamiques de jeu. Et en allant même un peu plus loin, ça fait un peu référence aux habitudes de table, je parlais d'introduction, qui est de dire qu'on peut même imaginer qu'on a les mêmes habitudes de table puisqu'on joue régulièrement ensemble et on est dans du familier, quoi. Alors ça peut être un avantage et un défaut, hein, mais... Oui, je pense que pour la confiance en soi, pour se lancer, c'est clairement un avantage. À voir si avec le temps, ça ne pourrait pas limiter un petit peu la gamme de possibilités. Savoir quand tel joueur va réagir tout le temps de la même façon, est-ce que ça ne nous pousse pas à préadapter un peu nos façons de maîtriser ou ce qu'on propose, quoi. En tout cas, tu es moins surpris quand ça arrive et tu peux avoir préparé ton plan B, même si tu espérais qu'il reste plutôt B, quoi. Et est-ce qu'il y a des comportements, des attitudes que vous aimeriez avoir à votre table en tant que MJ Que nous, on aimerait avoir de la part des joueurs. Qu'on aimerait rencontrer. Moi, j'aimerais du feedback. Mais du vrai feedback, construit, critique, en fin de partie. Et sinon, de la présence et de l'implication. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de problème. Après une partie, c'est un peu facile. Et toi, Catherine ? Oui, pareil, aussi avoir du feedback. Effectivement, juste après la partie, en général, c'est toujours « Ouais, c'était bien. » Ok, d'accord. C'était bien, oui, c'est ça, c'était bien, il était fatigué, il faut qu'on rentre. Or, il y a des joueurs qui ont passé du temps à attendre ou avec leur téléphone, ou tu vois, tu te dis, est-ce que c'était vraiment si bien que ça? Non, et donc que chacun puisse dire, tiens, j'ai trouvé cet élément-là, tiens, moi, il me manque ceci. Si, en tout cas, à une partie, ça peut arriver qu'à une partie, ça te parle pas, il y a un truc qui se passe. Il faut pas que ce soit récurrent, quoi. S'il y a un truc récurrent, il faut que les joueurs osent aller vers leur MJ parce que finalement on joue ensemble, donc, et même s'il y a un écran, on est dans le même groupe, quoi. Donc comment est-ce qu'on ensemble on passe un moment qui convient à tous, où chacun trouve ce qu'il est venu chercher. Après, s'il veut juste profiter de l'ambiance, alors tant mieux. Mais... Suggestion si éventuelle, hein, mais on m'a fait découvrir une technique de feedback l'autre jour, cette semaine en l'occurrence, ils appelaient ça Stars and Bells. Donc l'idée, c'est à la fin de demander à ces joueurs, joueuses,
Ok, Star, c'était quoi votre moment coup de cœur de la partie? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus plu aujourd'hui? Et Bells, qu'est-ce que vous avez envie de fouiller, quoi? Qu'est-ce qui vous attire? Quelle est la clochette qui teinte dans un coin et que vous dites, ah, c'est ça que j'ai envie d'aller creuser, en fait? Voilà, moi, je l'ai testé ici cette semaine, mais personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant pour donner du feedback au MJ. Mais par contre, je vous rejoins sur l'idée, pas l'idée, mais le problème, la problématique d'obtenir du retour en tant que MJ quand on fait jouer, c'est même après 20 ans de maîtrise, le problème est toujours identique, je pense. Hein. Donc, moi, je n'ai qu'un conseil qui vaut ce qu'il vaut. Chacun, évidemment, aura peut-être d'autres idées, mais de suggérer de le ritualiser. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir littéralement quelque chose, un moment où on peut faire ça. Ça peut être au début de la partie suivante, à la fin de la partie, quelque chose comme ça. Mais donc, ça permet aussi de le temporaliser. C'est-à-dire, en fait, de se dire, ok, du coup, je sais qu'on va prendre encore quelques minutes à la fin de la partie pour pouvoir faire ça, par Je exemple. crois que c'est bien de le faire à la fin parce que c'est encore frais, etc. Parce que quand tu passes parfois plusieurs semaines avant de pouvoir jouer la partie suivante, tu as un risque que le star, en tout cas, il est Il est perdu. perdu. Ou alors, effectivement, c'est vraiment une star parce que s'en souviennent bien. Le bel, ça, normalement, ça doit probablement rester d'une fois à l'autre. Mais... Et est-ce qu'il y a des attitudes qui sont, pour toujours parler des joueurs, des attitudes qui sont vraiment compliquées à gérer pour les joueurs? Donc on a parlé du fait de s'absenter, enfin de séparer le groupe. J'ai entendu de pas changer trop le MJ sur les règles du jeu. Est-ce que vous voulez creuser l'un ou l'autre, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent comme ça? Comme ça, tous les gens qui nous écoutent vont se dire en tant que joueur à la table d'un jeune MJ, qu'est-ce que je vais éviter la prochaine fois, quoi. Ça dépend si on l'aime bien. Ouais. Ça dépend si on l'aime bien. Alors, ça rejoint un peu la partie d'un joueur qui pourrait se séparer du reste du groupe, mais c'est le joueur qui campe sur ses positions et qui n'est pas prêt à faire iota de pas de côté, de quoi que ce soit, pour que, ok, les convictions de son personnage, c'est A, et il estime que c'est pas compatible avec B, mais du coup, il reste sur A et on est bloqué, quoi. Et il faudrait qu'il puisse faire A', ou je sais pas, légèrement dévié. Ça peut être problématique. Les concessions dans la ligne du personnage pour le bien du scénario, alors finalement. Ouais. Enfin, pour le bien de la table. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas celui du scénario, en fait. Oui, non, pardon, du Tu vois, jouer ensemble. c'est juste qu'à un moment donné, tu restes bloqué. Et comment tu arrives à ce que le joueur puisse faire ça sans... Enfin, qu'il ne confonde pas son sentiment de trahison propre à lui-même ou à celui de son personnage, quoi. Derrière ça, Accepter qu'il y a le joueur, et le joueur doit être bien conscient qu'à un moment donné, ça bloque. Et donc, ok, son personnage, il ferait pas ça, mais il n'est pas son personnage. Enfin, pas tout à fait, quoi. Enfin, complètement. Voilà. Et est-ce que Néphilim, c'est un jeu qui se prête à la conflictualité à table? Je crois que c'est pas une question Néphilim ou pas Néphilim, tu vois. Et que là, je pense à des situations où en fait, j'ai plutôt vécu comme joueur que comme MG. Je créerais cette attitude-là, quoi. Comme, Ouais, ok. T'as vu? Alors là, pas encore. J'ai pas eu de difficulté particulière de problèmes relationnels, enfin, de problèmes d'attitude de joueur sur une seule partie. Maintenant, j'en avais un petit peu parlé. Hein. Moi, ce qui me ferait peur, c'est le joueur ou la joueuse qui est là pour appliquer des règles et pour optimiser un personnage. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un jeu où c'était pas possible d'optimiser son personnage. Ça tombe bien. Qui tirerait plus sur le jeu de table, enfin, le jeu de société, que le jeu de rôle. Donc, moi, je suis là vraiment pour faire du jeu de rôle. Et ça m'embêterait et je pense que ça me frustrerait beaucoup. Mais c'est pas arrivé. Et à nouveau, c'est pas un jeu qui s'y prête. Donc, je pense que c'est un écueil que j'ai juste évité en choisissant mon jeu. Et alors, même question, du coup, je connais un peu la réponse évidemment, mais la conflictualité dans Libreté, corrige-moi si je me trompe, elle s'assume complètement entre les personnages. Ah oui, elle est encouragée, elle est systématisée en fait, hein, elle fait partie du système de jeu. La conflictualité, la violence avec l'extérieur, mais aussi en interne, oui. On l'a bien ressenti déjà. Hein. Oui. Sur 2 heures de jeu, il y a eu beaucoup de situations où on sent que ça peut être vite explosif. Ouais. Entre PJ, pas tellement. Hein. Non, mais alors, ça c'est un truc ça, on se cherche encore. Ça, on est vraiment au tout début à Libreté, et ça c'est vraiment une question de manière dont on construit les personnages. On ne saurait pas encore très bien savoir qui on interprète, à mon avis. Oui. Ça viendra avec le temps. Oui, puis ça, je crois que c'est aussi, dans beaucoup de jeux, globalement, tu as quand même un accord au démarrage sur qu'est-ce qui réunit les personnages et qu'est-ce qui font qu'ils vont vivre des aventures ensemble. Alors, ils peuvent pas s'entendre, ils peuvent ne pas être d'accord tout le temps à 100%, ils peuvent avoir certaines animosités avec les autres joueurs. Par contre, s'il peut y avoir trahison, ça doit être quelque chose qui doit être énoncé, je crois, au départ pour que les joueurs soient pas... C'est vrai que ça me fait penser que dans les films, toi, dans la campagne que tu nous fais jouer,
les liens forts, puissants entre les personnages sont directement posés comme un préalable. C'est-à-dire qu'on est unis, quoi. On le sait dès PJ le sont début. amis. Ils sont amis, et ils sont amis depuis des temps immémoriaux en plus. Donc il y a un côté où on sait que même s'il y en a qui ont des comportements abjects, et ça a pu arriver, il y a quelque chose de plus fort qui les unit, et que l'explosion de ce groupe-là n'est pas la thématique centrale, en tout Non, cas. ouais. Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être clair dans le contrat social du jeu au départ, quoi. Alors, ça dépend des joueurs, mais dans le Play Toulouse, tu vois, il y a ce genre de choses où tu es prêt à... Tu sais que toi, tu vas trahir les autres, il faut que ce soit clair pour celui qui va être trahi que ça peut arriver, parce que sinon, peut y avoir un vrai sentiment de trahison chez le joueur et non pas chez le personnage, quoi. Ouais. J'apporterais peut-être juste une précision que tu disais, c'est dans le contrat social du jeu. Je pense que c'est le contrat social de la table, Et la table... tel qu'on la joue, quoi. Parce que oui, c'est ça, non, le jeu peut le prévoir aussi, mais c'est pas pour ça que tu vas le faire. c'est ça, voilà. On peut Bien sûr. faire, que ce soit pour Libreté, et je le devine pour Nephilim aussi, je pense que... Pour n'importe quel jeu, je pense que si t'as du conflit entre joueurs, entre personnages, il faut que ce soit consenti, en tout cas à mon sens, par les joueurs, parce que sinon ça peut mettre un sacré bousa sur la table, quoi. Vraiment, tu rejoues pas alors. Me viennent en tête des exemples de certains jeux qui, par leur système, créent une conflictualité entre les personnages qui est volontaire. Évidemment, là, ça devient un contrat social du jeu, parce que si on joue à ça, on sait qu'on va assumer du conflit entre nous. Je pense, par exemple, à Libreté, on pourrait très bien avoir un contrat social entre nous, qui est de dire, bah non, en fait, nous, on sera pas forcément d'accord, mais on sera pas en conflit ouvert entre nous, ou oui, on les assume et on le fait. Je crois que c'est un choix de la table à faire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas fait de contrat social ni pour une table ni pour l'autre. Moi, je suis sur les deux, donc voilà. Ouais. On n'a pas discuté du contrat social antérieurement, je pense pas. Non. Et pour Libreté, je me rends compte, je m'en suis un peu rendu compte à la première partie qu'on a jouée, donc il y a 2 jours, et je me rends compte ici quand on en discute, que même si le jeu est fait pour qu'à la co-création, les personnages aient des antagonismes qui sont écrits, On l'a pas fait. on a choisi, bien tous les 4. Les joueurs s'aiment bien, il y a un embryon d'antagonisme entre 2 personnages, mais les joueurs ont choisi d'établir des relations positives entre les personnages. C'est vrai que ça aurait peut-être valu la peine, et ça vaut encore la peine, de rediscuter du contrat social et d'essayer de voir si on veut, et si on veut de se donner les moyens de le faire, mettre des conflits entre les PJ. Ouais, parce qu'à ce stade-ci, on ne sait pas si les joueurs ont envie. Non, on ne sait pas, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, Ouais, non, c'est vrai. c'est ça. Et effectivement, je repense à ma création de personnage il y a 2 jours. J'ai littéralement fait ça. Oui. C'est-à-dire que les liens négatifs, je les ai donnés à des PNJ, les liens positifs, je les ai donnés aux PJ. Mais tout le monde. Ouais. Tous les joueurs l'ont fait. Donc est-ce que ça traduit peut-être une volonté, ça se discute, mais est-ce que ça traduit une volonté des joueurs de ne pas avoir de conflit au sein de la table, ce qui est logique, mais qui doit être du coup explicite? En fait, on n'a pas du tout explicité ça. Alors, il y a sûrement 2 choses à en dire. C'est qu'on commence à jouer à Libreté avec une tradition de jeu qui date d'années et d'années pour tout le monde. On est Et tous que potes. la majorité, non mais même la majorité des jeux, dans le propos de la majorité Oui, des c'est ça, jeux, les PJ sont potes. les PJ sont unis, Ouais, c'est ça. et la conflictualité interne n'est pas le sujet principal du jeu, dans la C'est- plupart. C'est un habitus. Mais donc du coup, probablement qu'on reproduit ça si on ne se pose pas la question au préalable, à mon avis. Oui, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Ça vaudrait la peine d'être explicité. Est-ce que c'est la Est-ce que pente c'est de l'habitude, conscient ou est-ce que c'est une volonté réelle de ne pas avoir de conflit inter-PJ, ce qui est valable aussi? Je crois que je peux apporter éventuellement un élément de réponse, en tout cas sur comment moi je l'ai fait ici, pour ce cas particulier. C'est que, comme on n'avait pas discuté ensemble Eh oui. avant qu'on assumerait un conflit ou pas, par défaut, j'ai choisi de pas le faire. Ouais. Donc je pense que c'était quand même assez conscient de ma part, en fait. Relativement automatique, parce que l'habitude aussi, mais parce que d'habitude, s'il n'y a pas eu de discussion sur assumer ou pas la conflictualité des joueurs, je vais faire ça comme méthodologie. C'est plus sûr en fait. Mais oui, c'est ça. C'est Oui, ça. mais on en revient à ce que je disais, c'est si ça doit faire partie du jeu, ça doit être consenti avant. C'est ça, ouais. Parce que sinon, tu as un risque de... La confusion, enfin, la frustration joueur au lieu de personnage, tu as un risque. On n'est pas là pour ça, oui. T'es pas là... Enfin, voilà. T'es pas là. Ben, on en vient à mon avis à un sujet qu'on abordera encore à plein d'autres occasions, qui est quand même de clarifier le cadre et le contrat, même le jeu, les intentions qui sont les nôtres quand on lance une partie. C'est hyper important dans le GN, on l'aborde avec le C'est beaucoup chacun plus des règles. explicite dans le GN, souvent. Oui, c'est beaucoup plus explicite. Il y a une culture de Oui. rendre ça explicite qui est beaucoup plus forte que dans beaucoup de tables qui se passent entre potes à gauche et à droite. Ouais. À mon avis, c'est plus présent dans les clubs parce que ça fait partie peut-être d'une responsabilité qui est assumée Récemment, je dirais. récemment. Ouais. Ben, ça vient. Ouais. Oui, mais si tu vois la discussion qu'on a maintenant sur il y a la conflit entre les personnages, etc. Quelque chose il y a 10 ans, on n'en parlait pas.
Non, bien sûr. Oui, Mais tu donc vois. on peut le formuler Même comme un sur le conseil, jeu de rôle c'est sur jeune table, MJ, c'est ça, c'est- clarifiez vos Ouais. intentions, discutez-en avant le démarrage de la partie. Je crois que. C'est pas que en Je club, note. quoi, même en... Je le mets pour la deuxième. Mais j'en ai vu au MJ, hein, parce que je dis jeune MJ, mais moi je le fais pas Parce que systématiquement. la première personne que je connais qui a parlé de contrat social sur c'est quoi qu'il y a dans le jeu, etc., c'est Edouard. Ouais, bien sûr. C'est quand Edouard est arrivé... Alors qu'on le faisait déjà en au GN. groupe, Oui, en GN, c'est très clair souvent sur ce qu'est le jeu, ce que n'est pas le jeu, qu'est-ce que le jeu aborde, qu'est-ce qu'il n'aborde pas. La note d'intention, en fait, du GN est souvent claire. C'était aussi une évolution, enfin, de mémoire, parce que moi je me rappelle de mes tout premiers GN 2001 par là où c'était pas des sujets. Donc oui, la sécurité émotionnelle, les notes d'attention, toutes ces choses-là sont arrivées dans le GN, elles ont transpiré enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Peut-être c'est pas partout dans le monde évidemment, mais ça a transpiré dans le jeu de rôle. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est que, infusé. c'est que évidemment tout ça est récent dans tous les types de jeux de rôle, mais dans le GN, il y a une étape de plus qui est franchie et ça arrive seulement dans le jeu de rôle maintenant. On n'imaginerait plus un GN sans le faire en tout cas. Voilà, c'est ça. Alors que des jeux de rôle entre potes, bah voilà, il y a 2 jours on n'a pas parlé de contrat social. Oui, mais dans les livres récemment écrits, je pense que là, par contre, tu as des notes d'attention en libreté, ils te l'expliquent que ça existe. Le conflit, Oui, les thèmes du jeu sont explicites, les non-thèmes du jeu sont explicites, les conseils de clarifier ce avec quoi on veut jouer, ce avec quoi on ne veut pas jouer sont explicites aussi, mais le média est différent. Un GN, on va jouer à un GN qui est écrit et qu'on ne va pas... qu'on va parfois co-créer. A priori, tu co-crées pas le matin du GN, ouais. Voilà, c'est ça. Le jeu de rôle, la table se l'approprie, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça vaut la peine de discuter table par table et pas seulement dans le matériel. Oui, bien sûr, mais je veux dire, dans le matériel de jeu, ouais. La note d'intention, en tout cas sur les thématiques abordées, etc. Quand tu prends des jeux d'Heroic Fantasy, il n'y a pas. Oui. En fait, parce qu'a priori, porte. Elle est d'accord. Des jeux des années 2000, quoi. Ouais. Maintenant, même dans Dungeon World, je me souviens, qui est un jeu qui est quand même une... Enfin, c'est assez pour chaud de dire que Fantasy, mais tu as une intention très claire qui est exprimée sous ce qu'on veut émuler. Donc, je crois que les choses ont évolué un peu partout. Maintenant, ce qui fait surtout la grosse différence, au-delà du... Parce que là, on parle de 2 choses. On parle du jeu, la base, qu'est-ce que la base dit d'elle-même, et on parle de ce que l'on va faire autour de la table. Avec la table. Et donc voilà, dans le cas du GN, on peut peut-être quand même dire qu'il y a un public qui est externe et qu'on recrute, donc il y a une nécessité de transparence qui est peut-être plus évidente qu'entre potes où on peut se dire qu'en fait on est sur la même longueur d'onde. Et je crois que ce qui se dégage de la discussion ici, c'est que c'est pas forcément le cas. Et donc ça vaut la peine, même avec les potes, de clarifier les intentions et l'orientation qu'on... Même avec les potes et même avec des jeux de rôle dont le matériel est clair, dont le matériel est transparent sur les intentions. Ça vaut la peine parce que l'application à une table n'est pas aussi évidente que l'application d'un GN Oui, mais le dernier joueur qui a quitté une de mes tables parce qu'il s'ennuyait, c'était à L5A. Ça m'est arrivé plusieurs fois, il y en avait plusieurs. Et c'est parce que alors que c'est un jeu tradit, connu, voilà, et justement parce que m'éloignant de la base du jeu, en fait les gens n'y trouvaient pas ce qu'ils venaient y chercher naturellement. Donc fatalement ça crée des différences de perception, d'anticipation, de tout ce qu'on veut. L'attente, ouais. Il y a peut-être encore un sujet que je voudrais aborder, c'était de vous demander si vous changeriez quelque chose, ou si vous avez l'intention de changer quelque chose, ou s'il y a des points d'attention que vous avez à l'esprit pour la suite, dans votre petite expérience de MJ. On a un tout petit peu discuté, donc je vais reclarifier le contrat de la table, ce que chacun vient y chercher, et en particulier la notion d'antagonisme entre les PJ. C'est la chance d'enregistrer ce podcast finalement 2 jours après la première session. C'est du feedback. Oui, c'est ça. C'est ça que je voudrais. Et qu'est-ce que je voudrais changer d'autre ? Non, là, je ne vois que ça. Reclarifier les attentes. Catherine ? Régulièrement, je me dis qu'il faudrait que je change le système de règles. C'est beaucoup ça. Système de règles de quoi ? De quel système de règles ? Le Néphilim. De simulation la simulation, de baquer et tout. De prendre quelque chose de plus simple. Enfin, plus simple. De moins technique, effectivement, pas avec des bonus, des malus. Enfin, plus lisible rapidement, donc qui ressemble à quelque chose propulsé par l'Apocalypse ou du Fate ou un autre système de jeu. On en a discuté une fois avec les joueurs et il y en a qui m'ont dit oui, mais si c'est pour avoir le même système de jeu dans tous les jeux, c'est pas intéressant non plus. Le système a ses contraintes, mais là, peut-être aussi des intérêts. Les joueurs, ils trouvaient quelque chose aussi. Après, je crois que c'est pas le feedback de tous les joueurs. Hein. Il y a des joueurs, les règles, moins il y en a, mieux ils se portent. Donc, Mais pourquoi changer ? Parce qu'il y a quelque chose d'encombrant pour toi ou Oui, il y a quelque chose d'encombrant pour moi. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je me dis, c'est pas assez fluide sur le déroulé.
Et c'est en partie parce que je ne maîtrise pas assez les règles. Donc dès qu'il y a un combat, des jets, ah oui mais attends, comment est-ce qu'on dit, ah ça c'est possible, pas possible, attends oui mais on fait ci, on fait ça, comment est-ce qu'on fait encore pour lancer un sort? Tu perds en fluidité de jeu, et c'est pas intéressant ces parties-là, enfin discuter des points de règle. En tout cas, c'est réfléchir à la transmission de la partie mécanique, on va dire, de résolution, etc., qui peut être encombrante, qui peut poser souci, quoi. Ouais. Bah, je crois qu'on ne soldera pas le sujet C'est évident. voilà, aujourd'hui, mais voilà. Et est-ce que vous auriez des conseils à des gens qui hésiteraient à se lancer ou des choses comme ça, ou quelque chose que vous auriez envie de leur dire? Allez-y, et les joueurs ils sont indulgents. En fait, parce qu'il y a ça aussi, tu dis, donc je vais le faire, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va pas y avoir trop de temps mort, est-ce que les personnes autour de la table vont toutes prendre un moment qui leur convient, quoi, ou est-ce que ils auraient préféré regarder un film. En général, les joueurs qui disent oui, ils connaissent, alors, pas en club, mais si c'est un cercle proche, ils savent que c'est la première partie. Donc, la plupart des gens sont indulgents. Donc, pour apprendre à nager, il faut bien sauter une fois dans l'eau, une première fois. Ça, c'est certain. Oui. La même chose, hein. Allez-y, sauter à l'eau et c'est un peu moins... Mais contourner l'obstacle. Donc, moi, s'il y a des trucs, il y a des choses que je voulais pas voir à ma table et que je savais que j'allais pas gérer. Et donc, j'ai juste choisi un jeu où je ne devrais pas les gérer. Donc, voilà. Ouais, mais c'est bien choisir le jeu, quoi. Oui, c'est ça. Bien choisir le jeu. En partie, choisir un jeu qui nous plaît, mais aussi, je pense que c'est peut-être un peu moins évident, mais choisir un jeu qui va pas aller appuyer vraiment là où on sait que ça va faire mal et où on sait que ça va nous saouler. Et si on s'est trompé au premier jeu, bah, essayez avec un autre. Bah oui, il y a 10 autres même. Oui, c'est ça, mais je dirais, ça peut il y a tellement de choses, tellement de jeux disponibles que si c'est pas A, c'est B, c'est C, c'est Z. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, les choix on s'amuse et puis les autres. Mais voilà, on dit beaucoup de choses aujourd'hui sur ces premières expériences. On aura l'occasion d'approfondir toute une série de choses qui ont été abordées aujourd'hui. Mais c'était déjà très touffu, ça fait presque 1h15 qu'on se parle. Donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des Traversées ludiques. Et on abordera un sujet très différent. Mais on ne vous en dit pas plus aujourd'hui. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.